Dos, merci de m'avoir encore invité ce matin. Je voudrais commencer par une parole de l'Écriture qui est Apocalypse 3, le verset 20. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi, toi avec moi. Donc le temps est venu où les gens doivent savoir que le Christ est à la porte et les temps se font de plus en plus durs. Parce que la vie que nous voyons actuellement, ce n'est pas véritablement dans le plan de Dieu. Parce que les êtres humains se sont détournés de la voie du Seigneur. C'est pour ça que le Christ frappe à notre porte ce matin. Et merci de m'avoir invité encore. Bonjour aux copanélistes, bonjour aux techniciens qui travaillent d'arrache-pied et à tous les téléspectateurs que nous saluons. Je sors de la région de l'Est chez moi. Je voudrais saluer les fan clubs qui sont là-bas aussi nombreux. Je prête le mot à mon grand frère Albert Anatola ici. De nombreux fan clubs. J'étais agréablement surpris que DBS est installé dans les maisons à l'Est Cameroun. Ça, il faut s'en féliciter parce que nous faisons un travail formidable. Salut à toutes les populations de l'Est et vraiment, je souhaite encore mes condoléances à la famille de Sobat. Sobat, c'était un inspecteur d'État, un grand cadre au ministère de l'administration des marchés publics qui est décédé. On l'a enterré ce week-end justement à Messamena et je salue toutes les populations de Messamena qui sont dans la douleur d'avoir perdu un très grand homme, une élite montante de notre région, la région de l'Est. Bonjour à tous. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin. Nous allons également faire nos hommages à toutes les populations de la région de l'Est et de toutes les régions d'ailleurs du Cameroun ce matin. Vous nous suivez d'ailleurs chaque matin entre 7h et 9h30. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Giselongos, je salue mes co-panélistes, je salue toute la chaîne de production de DBS La Matinale, je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, le monde, et je salue particulièrement tout cela, tout cela qui nous regarde à travers le monde et qui justement chaque jour rejoint les rangs de cette troupe-là, la troupe des combattants et la lutte pour la libération, pas seulement des peuples africains, des peuples noirs, mais surtout tous ceux-là qui ont soif de liberté. Eh bien, mon coup de gueule de ce matin, ça me renvoie en avril 2020. En avril 2020, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madame Madeleine Trente, avait pris l'engagement devant le peuple camerounais de trouver des solutions endogènes préventives et curatives dans le cadre de la réponse camerounaise sur le Covid-19. Alors il était question que justement son ministère s'engage dans la production des masques, c'est-à-dire des masques chirurgicaux, de la chloroquine et naturellement d'un vaccin. Alors, rendu pratiquement un an après cet engagement qui a été pris de manière solennelle, où en sommes-nous? La même question s'adresse aux responsables de SICAM qui devait produire, je crois, 15 millions de masques chirurgicaux. Où en sommes-nous? Il faut quand même relever qu'en son temps, il y a eu une polémique qui s'était blottée au sein de l'opinion publique parce que ces masques, ça coûtait, je crois, 1300 francs. Et ça met une durée de 3 semaines. Où en sommes-nous avec tous ces projets? Où en sommes-nous justement avec tous ces projets? J'espère seulement que ces interrogations ont été suivies ce matin par les gouvernants et surtout par les ministères que vous avez doigtés ce matin. Enfin, vous avez pointé du doigt ce matin. Paul est là. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à tous ceux qui m'ont manqué et à qui j'ai manqué. Ça fait quand même plusieurs jours, j'étais du côté de Yaoundé pour les universités panafricaines et la conférence que nous avons organisée à l'hôtel Félicia. Ça s'est très bien passé et naturellement vous avez eu les échos. Et donc merci à tous ceux qui se sont mobilisés ici et ailleurs et qui ont montré qu'une fois de plus, ils étaient très attentifs au travail de retour en dignité pour la cause africaine que nous menons. Et je salue tous mes copanélistes, je salue tous ceux qui œuvrent de façon inlassable sur le plan technique pour rendre possible cette belle émission qui, faut-il le rappeler, en tout cas moi j'aime bien le rappeler, est une idée très originale que vous avez eue et qui continue à faire des émules et à édifier comme ça les populations, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs. Et je ne cesserai de vous dire félicitations.
Merci beaucoup d'être là ce matin, Paul. Et là, félicitations également à vous, vous qui avez organisé justement les universités panafricaines. Et avec Africa Revival, c'était du côté de Yaoundé à l'hôtel Félicia. C'était extraordinaire, c'était bourré de talent. Et sans oublier que c'était également en direct sur une télévision qui parle justement de l'Afrique. Le sujet qui nous intéresse ce matin, assassinat politique en Afrique. À qui profite le crime? C'est notre grande interrogation. Madame, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. À tous ceux qui m'écrivent, vous me demandez où est passé le président Bandakani. Il n'est pas mort, il est réellement en vie, il est en très bonne santé, mais il doit également se reposer. Donc vous m'écrivez tous les jours pour me demander où est-ce qu'il est. Il va très bien, il sera de retour dans les tout prochains jours, dès la semaine prochaine. Vous le verrez sur le plateau, ne vous inquiétez surtout pas, il est en vie. Donc, pas besoin de m'écrire pour me demander où il se trouve. Actuellement, il se repose et c'est normal. Il y a lui également, nous allons continuer à lui demander de se reposer parce qu'il en a réellement besoin. Le sujet qui nous intéresse ce matin, assassinat politique en Afrique, à qui profite le crime? C'est notre grande interrogation. Messieurs, les crimes commis par les dirigeants français sont bien connus et consignés dans des livres écrits par des historiens-chercheurs et les documentaires réalisés par des journalistes courageux. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Qui ne connaît pas cette formule devenue le refrain du général de Gaulle qui n'aura pas lésiné sur tous les moyens pour éliminer physiquement les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug de la métropole. Depuis 1963, 22 présidents africains ont été assassinés, plus 205 dirigeants qui se levaient justement pour réclamer la liberté. Eh bien, avec la complicité des services secrets français, la SDECE, la DGSE et la DST. Ce sont ces trois bras armés qui ont fomenté des coups d'État en Afrique en se servant des valets et traîtres nègres. Qui ne se souvient pas du nom Bob Denard? Moi, quand j'étais tout petit, eh bien, ce nom sonnait comme un glas. Les crimes commis par les dirigeants français sont bien connus et consignés dans les livres écrits par des historiens, chercheurs et surtout de grands journalistes. Eh bien, repartition des rôles. Le service de documentation extérieure et le contre-espionnage, en abrégé SDECE, eh bien, est chargé de la désinformation. La DGSE est le principal service secret vers l'étranger qui a en charge le contrôle des gouverneurs à la peau noire. Eh bien, la DST, la direction de la sécurité du territoire, qui est supposée avoir son rayon d'action à l'intérieur de la France, agit essentiellement en Afrique. D'abord parce qu'il s'agit de protéger la France des dangers de l'immigration. Des dangers de l'immigration, oui. Ensuite, la DST, qui est une police politique, fait la coopération avec l'ensemble des polices politiques de toutes les dictatures du monde. Après la DGSE, la DST et la SDECE, il y a la direction du renseignement militaire, le poisson pilote de l'armée, qui fait la propagande de la France lors des conflits en Afrique. Tout cela a été bien ficelé depuis l'époque du général de Gaulle. De Gaulle a donc sacrifié les indépendances africaines au profit de celles de la France. Pour 4 raisons tout simplement. La première, eh bien, c'est le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients qui votent à sa suite. Vous le savez déjà. La seconde, c'est l'accès aux matières premières stratégiques, dont le pétrole, l'uranium, l'or, le bois, le cacao, le café, etc. Eh bien, la troisième, c'est le financement de la vie politique française à travers des prélèvements sur l'aide publique au développement ou la vente des matières premières. La quatrième raison, messieurs, c'est le rôle de la France comme sous-traitant des États-Unis auprès des pays africains. Donc, pour ces 4 raisons, la France a mis en place un système qui maintient ses anciennes colonies sous dépendance. Voilà les raisons pour lesquelles le sang continue à couler sur le continent noir, mamelle nourricière du monde, mais surtout mamelle nourricière de la France. Au Cameroun, l'UPC luttait pour obtenir l'indépendance. Au Mignobé, le leader et ses camarades ont été massacrés entre 1957 et 1970 dans un bain de sang et les bombardements au napalm qui ont fait entre 100 000 et 400 000 morts. D'ailleurs, d'autres diront que c'est plus que ça. D'autres parlent même de 5 millions à 10 millions de personnes qui ont péri entre 1957 et 1970. Au Togo, 3 ans à peine après l'accès de la proclamation de l'indépendance, Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu, est assassiné le 13 janvier
1963 par le sergent Étienne Eyadema à la tête d'une clique d'anciens soldats après la guerre du Vietnam. Ils ont fait un coup d'État avec l'appui de l'officier français qui était chargé de la sécurité du président Olympio. Après avoir passé plus de 40 ans au pouvoir, Étienne Eyadema, décédé en 2005, a été remplacé par son fils Faure Gnassingbé Eyadema avec l'appui de la France, tout en changeant comme d'habitude la constitution et en faisant venir sur le sol togolais un constitutionnaliste pour donner justement quitus à Faure de prendre le pouvoir. En Centrafrique, il y avait un homme d'État prometteur, Barthélemy Boganda, qui a été tué dans un accident d'avion le 29 mars 1959 entre Berberati et Bangui, alors qu'il était en campagne à l'intérieur de son pays. Abel Goumba, médecin diplômé d'outre-mer, ministre d'État et président du Conseil du gouvernement, est chargé de l'intérim. David Dako, jeune instituteur et héritier spirituel de Barthélemy Boganda, avec l'appui des milieux français de Bangui, réussit à écarter Abel Goumba de la succession. Le chef d'état-major, le colonel Jean-Bédel Bokassa, est propulsé donc au pouvoir le 1er janvier 1966 avec la bénédiction de la France, qui profite pour ériger le pays en empire et piller les ressources centrafricaines. La suite, monsieur Bokassa tombe et meurt dans la misère totale, sans oublier qu'un chef d'État français lui fera un bébé dans le dos. Aux Comores, 2 chefs d'État ont été assassinés et 2 autres ont été déposés par le mercenaire Bob Denard. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Au Niger, dès que Amani Diori a voulu vendre son uranium à un autre pays, autre que la France, il a été déposé par un coup d'État militaire, au cours duquel il perdit la vie. Au Gabon, Léon Mba est réinstallé le 19 février 1964 par les parachutistes français à la présidence. Le président démissionne de son poste pour marquer sa réprobation. Le diplomate Germain Mba dénonce cette attitude néocolonialiste de la France. Il devient le paria de la communauté officielle franco-africaine. Il se réfugie d'abord à Brazzaville, d'où il est expulsé peu après par les hommes dépendants des services de Jacques Foccart. Il s'installe à Kinshasa, où il est empoisonné pendant un mois. Rentrant du cinéma, Germain Mba est finalement abattu à l'entrée de sa résidence à Libreville. C'était le 18 septembre 1971. Sa femme, il faut le dire aussi, ça il faut le dire au monde entier, et sa fille sont blessées. Son cadavre disparaît. Oui, vous avez bien entendu. Ce cadavre a disparu immédiatement. Et depuis, rien sur cette rocambolesque affaire. Et d'ailleurs, on attend toujours une enquête sur sa mort. Toujours des pans d'ombre sur la longue liste des 22 présidents africains qui ont été cruellement assassinés, étant au pouvoir depuis 1963, et dont voici les noms. Juvenal Habyarimana, président de la République du Rwanda. C'est en 1994 qu'il sera assassiné. On nous parle d'un missile qui quitterait du ne sais où et qui a bombardé son avion. Eh bien, après sa mort, cause directe, tout de suite, on a eu un génocide entre avril 1994 et juillet 1994. 1 200 000 personnes vont tomber, comme des mouches. Samuel Kanyon-Doé, président de la République du Libéria, il est tombé en 1989. Laurent Désiré Kabila, président de la République du Congo-Kinshasa, en 2001. Ibrahim Baré Maïna Sara, président de la République du Niger, en 1999. Lui, il mourra en Mondovision, puisque derrière lui, son garde du corps ne le manquera pas. Muammar Kadhafi, président de la République de Libye en 2011. Ahmed Abdallah, président de la République des Comores en 1989. João Bernardo Vieira, président de Guinée-Bissau en 2009. Melchior Dadaye, président de la République du Burundi en 1993. Cyprien Dariamira, président de la République du Burundi en 1994. Là encore, il y a des zones d'ombre. Parce que, messieurs, lorsque Cyprien Dariamira, président de la République du Burundi en 1994, tombe, on a un gros problème. Il y a également un autre génocide au Burundi, justement, entre avril et août 1994. Thomas Sankara, président de la République de Burkina Faso en 1987. Sylvanus Olympio, président de la République du Togo en 1963. Mohamed Boudiaf, président de la République d'Algérie
en 1992. Marien Gouabi, président de la République du Congo-Brazzaville, en 1977. Il permettra d'ailleurs à Denis Sassou Nguesso de prendre le pouvoir depuis ce temps-là. John Aguiyi Ironsi, président de la République du Nigeria, 1966. Richard Radimandrava, président de la République de Madagascar, en 1975. Murtala Ramat Mohamed, président de la République du Nigeria, en 1976. Ali Shermak, président de la République de Somalie, 15 octobre 69. François Ngarta Tombalbaye, président de la République du Tchad, en 1975. Anwar El Sadat, président de la République d'Égypte, en 1981. Abed Amani Karoumé, président de la République du Zanzibar, en 1972. Teferi Bante, président de la République d'Éthiopie, en 1977. Et William Richard Tolbert, président de la République du Libéria, en 1981. Messieurs, il est donc clair que tous les autres chefs d'État qui restent et demeurent encore au pouvoir, c'est parce qu'ils ont encore l'appui de la France. Dès lors où vous prenez l'initiative d'être têtu, de vous révolter, tout de suite, vous ne recevez, ou alors vous ne récoltez que ce que vous avez semé, c'est-à-dire la mort. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Assassinat politique en Afrique, à qui profite le crime? Pourquoi les avoir tués? Paul est là, on parle même de 205 hommes, il faut le dire comme ça, de grands dirigeants, des hommes politiques qui ont été assassinés entre 1960 et jusqu'à 1994. L'homme est un loup pour l'homme. Je refais mien ces propos de Thomas Hobbes, qui justement dépeignait la situation au XVIIIe siècle qui prévalait entre deux mondes. Moi, j'identifie deux mondes. Avant d'arriver sur la question africaine, il faut savoir que le monde est divisé en deux. Oui. Depuis au moins le 15e siècle, pour avoir un repère. Et d'un côté, vous avez des personnes inhumaines. Vous avez donc des inhumains d'un côté et vous avez les déshumanisés de l'autre. Vous avez d'un côté les bourreaux, les monstres capitalistes outranciers, et vous avez de l'autre côté des victimes, vous avez de l'autre côté des esclaves, vous avez de l'autre côté des personnes asservies. Malheureusement, trop souvent, dans leur consentement, même naïf. Et donc, quand vous avez cette partition du monde-là, vous comprenez que, contrairement à ce que certains panafricanistes veulent laisser penser, ce contre quoi je m'inscris souvent en faux, à savoir que le monde est... Avoir une vision manichéenne du monde, ça veut dire tout est blanc d'un côté ou tout est noir de l'autre, tout ce qui est blanc est mauvais, tout ce qui est noir est mauvais. Je ne pense pas. Je prends pour exemple et pour rappel, on a souvent eu des gens qui, bien intentionnés évidemment, nous ont souvent fait le reproche, ici et ailleurs, de citer parfois des auteurs occidentaux, en tout cas non africains. En réalité, c'est un symbolisme excessif qui n'est pas nécessaire. Parce que, voyez-vous, comme je le dis si bien, le monde est divisé en deux. Le monde n'est pas divisé en les blancs et en les noirs, en les africains et en les autres. Le monde est divisé en des prédateurs et en des victimes. En des capitalistes véreux, haineux, et en des humains qu'on voue comme ça, de façon indéfinie, à la servitude. Et de ce fait donc, soyons concrets, sans se tromper de combat, et souvenons-nous que le monde n'est pas un monde de bisounours. Le monde est un monde de violence, malheureusement, et où les prédateurs, de façon indéfinie, pensent pouvoir faire des 99% de la population des personnes asservies qui seraient comme ça, de façon perpétuelle, leurs esclaves, et sur lesquels elles réaliseraient donc tout leur desiderata. Et donc, ce qui est important pour nous, Africains, c'est de comprendre qu'il y a des actes concrets à poser. On a souvent parlé de consommer local, par exemple. Ça, c'est du concret. Parce qu'on aura beau citer 1000 auteurs africains, mais dans nos habitudes de consommation journalière, si on passe le temps à se tourner vers des produits étrangers et donc pénaliser nos économies locales, ça restera du symbolisme et ça ne sera pas efficace. Quand je dis ça,
c'est pour rappeler que, avant d'arriver au chef d'État africain, la division du monde que j'ai faite tout à l'heure indique bien que il y a des victimes d'un côté et il y a des prédateurs de l'autre. Rappelez-vous que avant que les États-Unis ne connaissent les 4 assassinats de présidents qu'on connaît aujourd'hui, à savoir Abraham Lincoln en 1865, après vous avez Garfield, je pense en 1881, vous avez McKinley, oui, Lincoln c'était en 1865, vous avez eu Garfield après, 16 ans après, vous avez eu 20 ans après McKinley, et vous avez eu en 1963 John Fitzgerald Kennedy. Oui. Mais il faut bien se dire une chose, vous comprendrez bien pourquoi je commence par là. Il faut bien se dire que, mais avant eux, vous avez eu en 1835 Andrew Jackson, qui était le premier président américain à éviter un assassinat, donc une tentative d'assassinat qui n'a pas prospéré. Et donc, et après il y a eu d'autres, il y a eu Ronald Reagan, il y a eu Gerald Ford qui ont eu des tentatives d'assassinat. Mais quand vous regardez tous ces présidents américains, pour ne prendre que les États-Unis, vous vous rendez compte que tous, en réalité, qui ont soit été assassinés, soit connu une tentative d'assassinat et qui ont échappé, c'était des présidents qui s'inscrivaient et qui nageaient à contre, qui ont essayé ou qui ont tenté de nager à contre-courant d'un establishment mondial, et notamment financier. Quand vous regardez les présidents africains qui ont été tués, ou ceux qui ont été démis de leurs fonctions de la façon la plus abjecte. Oui, il faut le dire comme ça. Voilà. Vous vous rendez bien compte que ce sont des présidents qui s'inscrivaient en faux, qui nageaient à contre-courant d'une pensée qui se voulait dominante. Et vous avez cité la France. La France n'est que le reflet, n'est que la partie visible, n'est que la relation directe par rapport à son rapport incestueux avec l'Afrique. Mais en réalité, la France n'est que la conséquence d'une hégémonie, d'une oligarchie beaucoup plus haute, beaucoup plus forte qu'elle-même, dont elle n'est que l'émanation. Et donc, l'Afrique se retrouve dans une posture, dans une position, depuis au moins 1884-1885, lors de la conférence de Berlin, où le partage de l'Afrique s'est fait tel un gâteau entre les pays européens. L'Afrique se retrouve en fait être ce qu'ils ont voulu considérer ces pays occidentaux comme étant le précaré de ces pays-là, le marchepied qui, finalement, vous l'avez dit dans votre chapeau, ne constituait que leur mamelle nourricière, leur grenier, leur source d'approvisionnement, et qu'en réalité, toutes les populations africaines n'étaient que des faire-valoir, et les chefs d'État qu'on y plaçait pour les seuls intérêts de l'Occident en général, mais spécifiquement de la France, qui, je rappelle que la spécificité de la France, c'est que, contrairement aux autres pays occidentaux, contrairement aux autres pays colonialistes, la France, en réalité, comme je l'ai souvent dit ici, n'a jamais su se réinventer un modèle, qu'il soit politique, économique ou culturel, et s'est toujours contenté de façon paresseuse et donc lamentable d'une réalité passéiste qui consiste à continuer de façon indéfinie, sans se remettre en question, sans se réinventer un autre modèle, a donc continué justement cette France-là à considérer que les ressources africaines étaient indispensables à son épanouissement et à sa survie. Et donc, qu'est-ce que vous avez par la suite? Vous avez par la suite des chefs d'État qui, du moment où ils présentent les moindres velléités d'opposition, de non-alignement par rapport aux injonctions de la France, sont purement et simplement assassinés. Alors, que comprendre dans ces assassinats? Il y a tout simplement à comprendre que le monde est un monde de violents, le monde est un monde de prédateurs, et que l'Afrique, spécifiquement, a et continue d'être considérée par les pays occidentaux, notamment par la France, qui a du mal à se réinventer un autre modèle que celui du néocolonialisme. Les pays africains se sont présentés jusqu'ici, malheureusement, comme la chasse gardée de la France, précisément, et qui maintient sa position aux Nations Unies. Qui maintient sa position aux Nations Unies et qui continue de se maintenir de maintenir une relation paternaliste vis-à-vis de l'Afrique, où elle pense pouvoir parler au nom de l'Afrique,
que ce soit au FMI, que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit à l'ONU, dans Je poserai justement la question, qui lui a donné le quitus de parler au nom de l'Afrique? Personne, justement. Elle se l'est arrogée. Les prédateurs ne demandent pas l'autorisation. Un prédateur, un lion ne va pas demander la permission de chasser. Par exemple, la hyène, ou la gazelle, pardon, ou tout autre animal. Et donc, la France, en réalité, c'est un prédateur un peu fou. Un peu fou, pourquoi? Parce que c'est un prédateur aveugle et aveuglé par son obsession à continuer à perpétuer l'Afrique comme étant la seule solution, l'ultime solution pour qu'elle puisse survivre. Et donc l'assassinat des chefs d'État africains est tout simplement la conséquence d'une hégémonie, d'un impérialisme, d'un capitalisme à outrance qui est mondial. Parce que je l'ai dit, le monde est divisé en deux. Et la France, du fait de sa relation historique incestueuse avec l'Afrique, qui n'arrive pas à se réinventer, continue jusqu'à présent, parce que ce n'est pas terminé, à faire de l'Afrique tout ce qu'elle pense pouvoir et vouloir faire, notamment en éliminant physiquement, parce que ce n'est pas que l'élimination politique. L'élimination politique n'est pas systématiquement physique. Mais là, il s'agit d'élimination physique. Et quand vous avez recours à la violence et que vous détruisez jusqu'à la vie de la personne ou des personnes qui s'inscrivent en faux de vos postures ou qui refusent de s'aligner par rapport à vos injonctions, c'est un signe patent de faiblesse. C'est un signe patent de faiblesse parce que vous n'avez pas d'autre ressort. Vous montrez manifestement que vous n'avez pas d'autre ressort que d'user de la violence et éliminer des gens qui ont une vision différente de la vôtre. Donc, voilà en fait le tableau. Et je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de dire comment en sortir. Et je pense qu'on fait déjà un travail suffisamment évocateur de comment sortir en fait de cette spirale d'assassinat qui maintient l'Afrique dans les geôles de la France. Et je pense que la première chose, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est la conscientisation, c'est ce que nous essayons de faire chaque matin pour que les Africains comprennent qu'il est hors de question de continuer dans ce schéma. Et je termine quand même en disant que ce qui est dommage, c'est que j'ai pris l'exemple des présidents américains qui ont été assassinés ou qui ont été victimes de tentatives d'assassinat. Vous vous rendez compte que à chaque fois, tous ceux qui ont essayé de les assassiner, on parle des présidents américains, mais je peux citer d'autres aussi qui se battaient pour des causes qui étaient contraires à la tendance de l'oligarchie mondiale, notamment ceux qui sont battus pour les droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King, Malcolm X et tous les autres. Mais vous vous rendez compte que tous ceux qui étaient les auteurs de ces crimes, de ces assassinats, ont été protégés par le système. C'est-à-dire, à chaque fois, on vous a dit que c'était des gens un peu fous, qu'ils avaient perdu la tête. On les a retrouvés après dans des asiles. En réalité, on les a libérés par la suite. Et la différence en Afrique, et je tiens à le souligner, c'est que ce ne sont pas des citoyens lambda ou des prétendus fous qui commettent ces assassinats. Vous avez parlé du président qui a été tué à Mondovision par son garde du corps. Ce sont des gens identifiés, qu'on connaît, et qui généralement prennent la place de ceux qu'ils ont assassinés. Et ce sont précisément leurs frères africains qui sont des mandataires, qui sont des endocolons et en fait, des traîtres qui, justement, font la honte de l'Afrique. Et je résume en disant, il n'y a qu'un seul ennemi, chers amis. Nos ennemis, ce ne sont pas les Blancs, les Occidentaux. Nos ennemis, ce sont des systèmes. Et on est tous victimes, nous qui ne sommes pas de ce système, de cette oligarchie mondialiste, nous sommes victimes à des niveaux différents. Nous sommes victimes à des niveaux divers, que ce soit aussi bien dans ces pays occidentaux qu'en Afrique. Et je rappelle que quand vous regardez, pour ne pas faire ce manichéisme, là, tout est blanc, tout est noir, que moi je dénonce, vous regardez, vous avez dans la cause africaine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique et ailleurs, vous avez des Occidentaux qui ont été de façon légendaire des modèles en termes de défense et d'accompagnement de la cause pour la cause et de la lutte pour la cause des Africains et des Noirs. Vous avez en Afrique du Sud, pendant la période de la ségrégation, des Blancs qui ont dû être expatriés
de leur pays qui ont dû être exfiltrés parce que justement, ils avaient pris fait et cause pour les Sud-Africains. Tout comme aux États-Unis, vous aviez des partenaires de lutte de Martin Luther King, de Malcolm X, qui n'étaient pas des Noirs, mais qui avaient pris fait et cause. Donc le monde est divisé ne nous trompons pas de combat, le monde est divisé. Donc notre combat, ce n'est pas contre des humains, contre qui seraient différents de nous et qui seraient donc d'une autre race. Cette question de race est fallacieuse. Les deux seules races qui existent, c'est d'une part les races des déshumanisés et d'une autre part les races des inhumains. La race des capitalistes outranciers qui fait des victimes par millions et de notre côté la race des épris de liberté. Notre ennemi, c'est un système, ce ne sont pas les hommes. Et pendant ce temps, je vous dirais, Paul, et là, parlant de Ibrahima Barry Maïna Sarr, on déclare haut et fort que sa mort était tout simplement un accident. Voilà. Allez savoir. Alors qu'il a été tué justement par sa garde rapprochée. Albert Anatola, ici, 22 chefs d'État assassinés parce qu'ils aimaient leur patrie et voulaient la libérer, en tout cas, du joug colonial. Finalement, aucune enquête, personne n'en parle. Et d'ailleurs, les chefs d'État de ces pays dont les chefs d'État ont été assassinés n'en parlent jamais. Est-ce un secret d'État? Je voudrais quand même préciser que votre liste macabre n'est pas exhaustive. Justement, s'il faut ajouter entre autres. S'il faut ajouter entre autres, Robert Gueye en Côte d'Ivoire, oui, est réfuté au courant de son assassinat alors qu'il était encore vivant. Oui. Maintenant, pour ne pas voilà. Vous avez également le cas de l'assassinat de Patrice Lumumba par qui vous savez. Bon, ça fait partie justement de cette liste macabre. C'est entre autres. Donc, en fait, je pense que Paul est là, il a planté le décor. Et la thématique assassinat politique en Afrique à qui profite le crime. Naturellement, vous avez là des questions d'intérêt géopolitique et géostratégique. Vous avez là la problématique de l'ingérence dans les affaires internes africaines. Vous avez là le concept, même pas le concept, c'est-à-dire vous avez là le scénario des traîtres. Parce que c'est le cas, parce que lorsque quelqu'un décide, n'est-ce pas, de tuer, et nous avons oublié la tentative d'assassinat d'un certain Moussa Dadi Kamara du côté du Niger, par son pauvre gars du corps. Donc ça fait partie justement de cette comptabilité macabre, heureusement pour lui, mais ça en est sorti en jar-jar, comme on dit chez nous. Ceci dit, je pense que de manière fondamentale, la thématique que vous avez mise en débat ce matin pose, et de manière fondamentale également, la problématique de la souveraineté des États africains. La souveraineté des États africains, ça pose également la problématique de l'indépendance réelle des États africains, parce que vous l'avez fort opportunément relevé dans votre énoncé tout à l'heure, vous avez un État qui promeut la démocratie, le respect des libertés, et qui vous dit qu'il ne peut pas s'ingérer dans vos affaires. Mais le même État, à travers ses dirigeants, décide de devenir, sur le continent africain, avec ses constitutionnalistes, changer la constitution des États africains. Pour quel intérêt? Justement pour préserver ces intérêts. Parce que, souvenez-vous, j'aime toujours prendre les éléments, soit factuels ou historiques. Dans l'entre-deux tours, n'est-ce pas, d'élection Niger, oui. Vous avez un candidat, Mohamed Bazoum, dites-le, qui allait en France, accompagné du président sortant, Mamadou Issoufou, pour aller faire quoi? Se faire adouber. Justement pour se faire adouber et éventuellement prendre sa feuille de route pour diriger un pays qui est soi-disant souverain et indépendant. Donc, ça questionne donc la crédibilité de notre élite, de nos élites politiques. Ça met en même temps sur la table la qualité des élites politiques qui gouvernent nos États et qui très souvent rament à contre-courant des intérêts de leur peuple. Lorsque vous faites le déroulé, n'est-ce pas, de ces dirigeants, de ces hommes politiques qui ont été victimes d'assassinats politiques, vous allez comprendre une chose, et c'est un seul dénominateur commun, c'est quoi? C'est que ces gens, ils se sont
préoccupés des intérêts de leur peuple. Ils ont engagé une rupture avec le paternalisme du colonisateur. Ils sont détournés, n'est-ce pas, des injonctions de Paris pour la plupart des États africains, pour Bruxelles, pour d'autres États, entre autres, et même la Grande-Bretagne. Ceci dit, vous m'avez posé une question essentielle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enquête? Mais il ne peut pas avoir d'enquête, puisque le bureau est à la fois policier, peut-être gendarme, il est en même temps procureur, il est juge et il est avocat. De ce point de vue, vous allez adresser votre plainte à qui? Lorsque vous avez le même acteur qui joue tous ses rôles. Ça devient compliqué. Ça devient problématique. Jusqu'à voler les cadavres, Albert Anatole, ici. J'ai fait le cas du côté du Gabon. Non, non, il n'y a pas que le cas d'un cadavre qui est volé. Vous avez le cas où... Il faut quand même qu'on se comprenne. Non, on se comprend très bien. Oui. Vous n'avez pas que le cas d'un cadavre qui a été volé. Vous avez également le cas où on a pris carrément de manière cynique, ça dit tout à l'heure, pour parler de la déshumanisation de certains individus. C'est-à-dire, non seulement il ne vous suffit pas de l'avoir tué, ôté la vie, vous le brûlez dans l'acide, je parle du Patrice Lumumba. Et quelqu'un a pris comme trophée de guerre une dent. C'est dent, pas une dent. Une dent. Comme trophée de guerre. Bon, lorsque vous avez des humains... de remettre la dent. Non, maintenant, lorsque vous avez des individus qui arrivent à ce niveau-là, à ce niveau d'animalité, c'est le cas de le dire, parce que même les animaux, lorsque un animal de la même espèce, n'est-ce pas, décède ou meurt, je pense que ses congénères l'abandonnent au charogne. Donc ça veut donc dire que ces individus sont pires, mais alors pires que les animaux. Ça veut donc dire que nous avons un problème avec notre histoire. Tout à l'heure, je parlais de la crédibilité, de la légitimité de nos idées politiques d'une manière générale. Hier, nous débattions d'une thématique qui portait sur justement le génocide rwandais. On se serait attendu justement à ce que l'Union africaine soit la première institution à engager une enquête là-dessus. Non, que non. C'est Paris, encore Paris, qui décide d'ouvrir ses placards afin que pour ressortir, n'est-ce pas, pour sortir, n'est-ce pas, de ces cadavres qui sont dedans. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons un problème d'élite. C'est une question fondamentale. Oui. Une élite qui pense plus à ses intérêts politiques, financiers, et qui fait justement allégeance au bourreau. C'est ce que nous appelons régulièrement le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que autant, n'est-ce pas, le bourreau nous martyrise, autant nous tombons amoureux de lui. Nous finissons par accepter que non, c'est nous-mêmes qui nous martyrise, qui nous tue, qui nous viole, qui fasse tout ce qu'il veut de nous. J'ai toujours envie, n'est-ce pas, de convoquer notre société civile qui marche pour les droits des homosexuels sur le continent africain, qui marche pour les droits, pour les libertés fondamentales, pour les droits humains, pour les crimes, pour les bavures policières, bien pour les bavures des militaires qui sont en terre d'opération. Mais je voudrais également que notre société civile exhume les dossiers, j'allais dire, des assassinats politiques, n'est-ce pas, de la France et des autres sur le continent africain. C'est impératif et c'est urgent de le faire. On ne peut pas comprendre qu'un pays, M. Sarkozy, je prends son cas, qui quitte la France, il vient organiser les guerres sur le continent africain, au nez et à la barbe d'une institution qu'on appelle l'Union africaine, et au nez et à la barbe des présidences africaines, nous en avons 54, je crois, sur le continent africain. Personne ne dit rien. Il repart tranquillement. Et, comme ça ne suffisait pas, il revient même quelques temps plus tard. On lui donne le tapis vert, le tapis rouge pour moi, autant pour moi, du côté du Gabon. Mais ça devient un problème. De la Côte d'Ivoire. D'abord, au Gabon, lors des obsèques de Omar Bongo, et ensuite en Côte d'Ivoire, il a été, semble-t-il, nommé conseiller du président. Donc, ça devient un problème.
Je vous rappelle d'ailleurs qu'il est le parrain d'Alassane Draman Ouattara. Non, j'ai dit, il peut être son beau-frère, c'est leur droit le plus absolu, mais quand il se mêle des affaires de l'État, d'un État, à l'intérieur duquel il a commis des crimes, un génocide, il faut le dire, parce que officiellement, on nous parle de 3 000 morts, mais en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 10 000 morts, il faut le dire. C'est sous, justement, les instructions de M. Sarkozy. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons plutôt nous questionner. Finalement, est-ce que nous devons être spectateurs des crimes que nous subissons? Est-ce que nous allons continuer d'être des larbins? Est-ce qu'il faut continuer d'accepter que nous sommes d'éternels colonisés? Je pense qu'il va falloir justement engager une rupture. Et je crois, j'invite justement les intellectuels africains. J'ai convié justement la société civile africaine, c'est-à-dire les avocats, les magistrats, de poursuivre la France, parce qu'on ne peut pas vous dire, je sais pas, en tout cas c'est inacceptable. C'est inacceptable que un pays qui se dit protecteur et défenseur des droits des droits et des libertés, en dehors de son territoire, très loin des milliers de kilomètres de son territoire, viennent organiser des crimes, des assassinats et des génocides. C'est absolument inacceptable. J'allais même vous poser la question de savoir que font justement ces intellectuels, sans oublier ces avocats, ces juristes du continent africain, eux qui n'ont jamais pris l'initiative aujourd'hui de porter plainte à la France qui a tué les leurs. André Kisselfanga, ces hommes et ces chefs d'État qui ont été assassinés pour la cause africaine, sont-ils morts pour rien? Car aujourd'hui, leur histoire n'est pas racontée à leurs enfants et n'est pas du tout écrite, d'ailleurs quelque part, pour enseigner cela aux enfants de la maternelle jusqu'au collège, disons même jusqu'à l'université. Certains même ne savent même pas que ces chefs d'État ont été assassinés. Permettez-moi de dire à Paul Ella qu'il utilise les mots doux pour essayer d'embellir la situation. Le monde est divisé en deux. Ceux qui appartiennent, qui servent Dieu et ceux qui servent Satan. D'un côté, il y a des gens qui ont dit que moi, notre maître, c'est Satan. Et avec Satan, on ne badine pas. Et c'est vous qui citez les auteurs, les grands auteurs et tout le reste. Un auteur dit que quand vous déjeunez avec le diable, il faut manger avec une longue cuillère. Parce que sinon, il va finir de manger le morceau de viande qui est dans l'assiette. Il va continuer avec vos doigts. Et il va manger tout le bras. Et pour en finir véritablement, il va vous manger complètement. Donc ces gens sont du côté du diable. Et nous qui avons encore un peu la crainte de Dieu, c'est nous les théoriciens du complot. C'est comme ça qu'on nous appelle maintenant les théoriciens, les complotistes. Alors que la vérité, c'est qu'on essaye de dire la vérité au monde. Pour leur dire que mais non, c'est pas comme ça que le concepteur. Bon, ils appellent souvent dans leur cercle l'architecte de l'univers. Suivez mon regard. Mais je voudrais rappeler une chose. Vous m'avez posé la question, pourquoi on n'enseigne pas? Pourquoi on n'éduque pas? Mais votre système éducatif, c'est d'abord le premier génocide orchestré en Afrique. L'éducation, c'est le premier génocide. On vous avait dit que De Gaulle est le plus grand général. Ceci. Oh, c'est elle qui a fait... on a raconté plein de choses. Alors que ces choses ne sont pas vraies. Donc, on nous a génocidés dès le départ. On nous a tués dès le départ avec cette éducation-là. Donc, ce n'est que normal que les professeurs, les grands professeurs aujourd'hui, ne peuvent pas vous réécrire l'histoire de notre Afrique. Et ceux qui tentent même, on les assassine. Vous savez que il y a ceux qui n'ont pas pu obtenir leur doctorat parce qu'ils ont souligné dans leur thèse que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie. Ou bien on appelle ça franc de colonie, vous appelez française d'Afrique. Française d'Afrique. Ils n'ont pas pu obtenir leur thèse parce qu'on leur a dit, allez enlever ça. Oui, monsieur, allez enlever. Parce que pour que vous obteniez un doctorat, selon les règles de l'art, il faut que vous récitez tout ce que la France nous a dit. C'est-à-dire, il faut que vous disiez que non, la langue de Molière, c'est la meilleure des langues.
vous voyez un peu, quand vous vous exprimez bien dans la langue de Molière, c'est alors vous êtes un vrai homme bien éduqué, vous avez le mérite d'être appelé homme. Mais quand vous parlez le Bassa, quand vous parlez le Wondo, quand vous parlez le Boulou, qui vient vous qualifier? Qui vous qualifie? D'ailleurs, même on appelle ça les dialectes, les patois. N'est-ce pas? Vous voyez les mots péjoratifs comme ça qu'on essaie d'inculquer aux Africains pour leur dire que non, quand vous vous exprimez en telle langue, ça veut dire que vous n'êtes pas civilisé. La civilisation, c'est quand vous vous exprimez bien dans la langue de Shakespeare, vous vous exprimez bien dans la langue de Molière, c'est là que vous êtes un vrai civilisé. Voilà le problème fondamental. Notre éducation a subi un génocide et nous sommes victimes de ce génocide-là jusqu'à présent. Donc vous n'allez pas me dire qu'on va raconter que Thomas Sankara est une légende africaine qui a révolutionné la pensée, qui a dit à un chef d'État français, au lieu que vous me donnez une cargaison d'armes, donnez-moi plutôt les houes, les dabas et les machettes. Parce que ça va permettre à mon peuple de cultiver la terre et se nourrir. Vous allez dire à certains que non, voilà la situation. Thomas Blaise Compaoré a pavané partout dans le monde en tant que chef d'État alors que c'est un assassin. Il est ambassadeur. Hein? Il est ambassadeur de Côte d'Ivoire. Suivez mon regard. Donc, quand on parle de l'histoire, vous voulez que qui vienne raconter, que Ouattara vienne nous dise quoi? Mais il va instruire quel intellectuel dans son pays de raconter la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Quand lui-même baigne sur le sang, il déjeune avec le sang, il vit dans un bain de sang. Parce que avoir donné la planche, l'ouverture à M. Nicolas Sarkozy de détruire, de tuer les Ivoiriens, ne parlons pas de cas libyen. Parce que là-bas, c'est encore grave. Donc, quand nous parlons des assassinats dans notre continent, dans nos politiques dans notre continent, orchestrés par la France, il faut, et c'est ce que je voudrais relever, très important. Vous avez cité les différents services secrets français qui y travaillent. Vous avez un service de contre-espionnage et chargé de la désinformation, où appartient RFI, France 24, en fait, tous les médias français, Canal+, tout ça font partie du système de désinformation français. Donc, nous, les Africains, quand nous regardons tout ça, et vous voyez qu'un Camerounais qui est content, un Africain qui est content d'être devant France 24, qui suit RFI, et ils s'en vantent. RFI a dit ceci ce matin, France 24 a dit ceci, mais est-ce qu'on est sérieux? Alors que c'est des services bien organisés pour désinformer les Africains sur la vraie situation africaine. Est-ce que RFI peut mettre ce genre de débat sur les assassinats des politiques en Afrique, des politiciens en Afrique, des chefs d'État en fonction en Afrique? Ils ne peuvent pas. La preuve en est. France 24 nous a dit comment le président Laurent Gbagbo doit libérer il est en train de négocier. Dans les 24 heures, il va quitter le pouvoir. D'ailleurs, même une injonction de Nicolas Sarkozy qui demandait en Mondiovision, en plein France 24, je demande à monsieur Laurent Gbagbo de libérer le pouvoir dans les 24 heures qui suivent. Et vous savez ce qui a suivi. Et c'est la même chose. Nous avons débattu sur ce projet, sur cette thématique ici, la mort de Magufuli. Vous vous rappelez du député qui a fait la vidéo? Oui. Qui a demandé des comptes. Pourquoi? Parce qu'on avait financé la Tanzanie. Et il dit, si des comptes ne sont pas faits. Je vous donne 24 heures, justement. 48 heures. 48 heures. Je veux un rapport. Et après ça, John Magufuli est mort. Ce n'est pas le même langage de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas le même langage de ces colons. Voilà le même langage qu'ils utilisent. Et on est là, on regarde, on applaudit. Oh non, il a fait un discours, il a fait ceci. Alors qu'en réalité, ça cause la mort. Donc, dans les 22 que vous avez cités là, il faut ajouter les Magufuli. Il faut ajouter parce que l'une des causes de toutes ces choses-là, c'est que non, quand vous dites que le coronavirus c'est une affaire bizarre, bidon, vous devenez un problème. Quand le vaccin c'est une affaire bidon, vous devenez un problème. Quand vous dites que vraiment, les gays et les lesbiennes ne sont pas des hommes normaux. Et dans notre continent, on ne peut pas accepter ça. On commence à vous traiter de fou. Allez voir notre ami, l'ancien président de la Gambie, Yaya Jammeh. Mais lui,
il disait carrément qu'un homosexuel égale à un mort. Vous avez vu tout ce qui a été organisé jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Donc, vous voyez qu'il y a des assassinats comme ça parce que quand vous n'êtes pas dans la logique du diable, parce que l'homosexualité est diabolique et satanique. Donc, quand vous n'acceptez pas ça dans votre pays, le petit Gabon, on lui a imposé, on a dit, monsieur, vous légalisez l'homosexualité, sinon vous n'avez pas l'argent du FMI. C'est un assassinat. C'est des assassinats de la démocratie, de la liberté des gens. On continue à assassiner à Mondio Vision et nous sommes là, nous applaudissons. Et des associations, oui, merci Albert. Albert, oui, il faut leur rappeler ça. Mais pourquoi vous ne marchez pas pour les assassiner des chefs d'État ou bien des violations des autres droits? Vous allez voir des gens de la société civile. D'ailleurs, même on a même primé une autre, soi-disant aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais c'est des défenseurs, des grands défenseurs de ces libertés, soi-disant. La liberté de se faire défoncer le derrière dans un pays où on préserve l'humain, l'être humain. Non, ce n'est pas sérieux. Donc, nous avons une situation que nous devons véritablement dénoncer et davantage éduquer les populations. Parce que la vérité, c'est que la mort de Thomas Sankara, la mort de Lumumba, la mort de Kadhafi, tous ces morts-là, Magufuli et tous ces gens-là, le président vous l'appelez, du Burundi, Nkurunziza, et tout ça, tous ceux qui ont un peu de foi, un peu d'humanité, un peu d'amour de leur nation, ils sont assassinés. Ça, c'est clair, c'est automatique. Donc, aujourd'hui, tous ces services secrets français travaillent pour la destruction de tous ceux qui veulent travailler pour leur pays, pour leur nation. Beaucoup ont échappé. D'ailleurs, même lorsque François Hollande était au Cameroun, on lui avait posé une question au Palais de l'Unité. On attend quoi pour déclassifier les archives camerounaises au niveau de la France? Pour qu'on fasse la lumière sur les morts du napalm dans certains territoires camerounais. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le contentieux historique, je rejoins là M. Parfendom, que nous saluons, un des brillants panélistes de votre plateau, qui rappelle toujours que le contentieux historique doit être mis à l'ordre du jour. Parce que si nous n'allons pas dans ce contentieux historique, nous allons demeurer des bêtes, nous allons demeurer des gens qui continuent à applaudir le colon, nous allons demeurer des nègres de maison, nous allons demeurer ces gens qui continuent à célébrer la peau blanche ou bien. Et là, non, excuse-moi, la peau blanche, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de bon blanc. Si vous voyez un blanc qui commence à s'intéresser à vos choses, ça veut dire qu'il y a un problème. La preuve en est, la plupart de ceux qui se sont intéressés à nos affaires ont fini par nous assassiner. Ont été ceux qui ont vendu la mèche. Donc en réalité, nous sommes devenus ces blancs-là sont devenus des personnes très dangereuses pour nous à un moment donné. Parce qu'ils viennent, ils font semblant d'être avec vous. Ils disent que non, on est avec vous, on est pour votre cause. Et enfin, vous retrouvez. La preuve en est, vous avez cité Bokassa, je crois, l'empereur, qui lui a fait un bébé. Qui a fait le bébé. Valéry Giscard d'Estaing. Dans son dos. Et c'était l'ami de Bokassa. Ils mangeaient, ils festoyaient ensemble. Donc vous comprenez le cynisme du blanc. Parce que le blanc, en réalité, est un être aigri. Il a été toujours jaloux du noir à cause de sa composante physique. Vous comprenez un peu sa physiologie. Parce que la preuve en est, le génocide mondial qui se prépare aujourd'hui, c'est parce qu'on veut éliminer le noir et on trouve tous les moyens pour l'éliminer, mais il n'arrive pas parce que de manière naturelle, le corps du noir se défend. On pensait que Covid allait nous assassiner. D'abord, l'OMS avait annoncé qu'on va nous ramasser comme des mouches. Jusqu'à présent, on est toujours debout. Maintenant, on essaye avec tous les systèmes pour nous assassiner, que ce soit la vaccination et tout le reste. Mais on est toujours debout. On essaie d'éliminer notre fécondité. Mais on est toujours fécond. Donc, vous voyez que les génocides continuent. Il n'y a pas de bons blancs. Parce que si ces blancs-là nous aimaient, ceux qui sont en France auraient marché. Ceux qui sont en Angleterre, un peu de partout, auraient marché. Que non, arrêtez ça. Mais ils savent marcher. Vous avez vu, quand on a assassiné quelques blancs à Charlie Hebdo, vous avez vu la déferlante des chefs d'État, que ce soit même des Noirs. D'ailleurs, même Yahi Boni allait pleurer là-bas comme un bébé. On vous a compris. Non, soyons sérieux. Maintenant, vous avez vu l'accident d'Exeka. Il y a eu combien de Blancs qui sont arrivés au Cameroun pour pleurer, alors que M. Vincent Bolloré est le premier assassin de ces gens-là. Vous comprenez qu'en réalité, on fait semblant d'être ensemble, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas
ensemble. Donc la vérité, c'est que nous devons prendre des dispositions pour nous défendre et davantage nous défendre au quotidien contre la prédation internationale. Contre la prédation internationale. Paul est là. L'Afrique a perdu des héros, des hommes et des femmes qui se sont battus justement pour la liberté. Ils étaient très courageux. Cela veut-il dire aujourd'hui que lorsqu'on se lève pour défendre l'Afrique, on sera immédiatement assassiné? Ah oui. Car toutes les personnes qui sont arrivées au pouvoir et ceux qui voulaient justement une liberté, l'indépendance en tout cas de l'Afrique, tous ont été assassinés. Cela veut-il également dire, pour la seconde question, que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui travaillent en étroite collaboration avec la France? Voilà pourquoi ils sont encore au pouvoir. Alors, très intéressant comme question, à deux volets. La première chose, c'est qu'il faut se souvenir que les oligarques mondialistes qui ont des raisons officielles et officieuses de maintenir dans leur géole politique, idéologique, sociale, financière, les peuples, ont une arme extraordinairement dangereuse et qu'ils utilisent depuis la nuit des temps. C'est la peur. En réalité, tous ces assassinats des chefs d'État africains et autres ont un seul objectif, c'est de prêcher par la peur. De telle sorte que quand vous êtes assassiné, c'est un message qu'on envoie en fait à ceux qui arrivent en leur disant voilà ce qui va vous arriver si vous osez vous inscrire en faux des injonctions et de la ligne directrice qu'on vous donne. Oui. Ça a été vrai aux États-Unis. J'ai cité que les 4 présidents américains qui ont été assassinés. Parce que je vous rappelle que quand vous regardez, quand vous lisez l'histoire, c'est très important d'avoir une lecture globale pour comprendre les éléments spécifiques. Parce qu'on parle de l'Afrique, mais en réalité, il y a un groupuscule d'individus dans le monde qui pensent avoir le droit de diriger, d'asservir, de contraindre les peuples à leurs fantasmes qu'ils jugent être bon pour nous. C'est eux qui décident ce qui est bon pour nous. C'est eux qui nous disent comment on doit vivre. C'est eux qui nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est eux, enfin, qui nous présentent toutes ces injonctions, toutes ces contraintes, comme le niveau ultime des libertés qui serait donc salutaire pour nos vies. Est-ce que vous voyez le malice? C'est-à-dire que c'est votre bourreau qui vous dit que c'est pour votre bien qu'il vous a servi. Et 99% des populations qui sont victimes de cette servitude considèrent pour la plupart, l'écrasante majorité, qu'effectivement, elles sont dans leur bon droit et qu'elles sont dans leur liberté et elles remercient le bourreau. C'est le syndrome de Stockholm, tel qu'a précisé AAA. On est devenu fasciné par le bourreau. Quand vous avertissez, quand vous dénoncez, quand vous jouez le rôle difficile et souvent ingrat de lanceur d'alerte pour dire aux gens, attention, telle ou telle situation, telle décision, tel décret, telle annonce, telle information est contre vos libertés, les gens pour lesquels vous êtes supposés vous battre, ce sont les premiers à vous dire que vous êtes un complotiste et que ce que le gouvernement fait, ce que les gouvernements font, ce que ceux qui nous dirigent font, c'est dans leur intérêt. Alors, vous vous rendez compte que on retrouve ce proverbe africain, cette sagesse africaine qui dit que se battre pour un peuple ignorant, vouloir délivrer un peuple ignorant, revient à s'immoler par le feu pour éclairer son chemin à un aveugle. Se battre et vouloir libérer un peuple ignorant revient à s'immoler par le feu pour éclairer le chemin d'un aveugle. Et vous vous rendez compte que finalement, les seuls qui peuvent résister, qui peuvent faire face à cette armada, à cette violence, à cette volonté tenace d'un retour à la pensée unique, parce que c'est ce qu'ils ont dit qui est vrai, et dès que vous vous inscrivez en faux, vous êtes l'homme à abattre, ou la personne à abattre, vous vous rendez compte que les seules personnes qui peuvent sauver le monde, et je n'exagère pas en le disant, c'est celles justement qui ont le courage, malgré
les intimidations du fait des assassinats de leurs prédécesseurs, ce sont des personnes, des chefs d'État, des véritables indépendantistes, des véritables personnes éprises de liberté. Ce sont celles-là qui ont le courage de continuer le combat malgré toutes les tentatives d'assassinat et tous les assassinats. Et je me rappelle cette parole de Steve Biko qui disait « Il vaut mieux mourir pour une idée qui vous survivra plutôt que de vivre pour une idée qui finira par mourir. Il vaut mieux mourir pour une idée qui vous survivra plutôt que de vivre pour une idée qui finira par mourir. » Combien de chefs d'État, et je suis dans votre deuxième question, combien de chefs d'État sont prêts à mourir pour leur peuple après qu'ils aient vu comment on a assassiné en Mondovision Kadhafi pour justement servir d'exemple et présenter ça comme un épouvantail pour faire peur aux autres? Combien de chefs d'État sont prêts à tenir tête à la France, aux États-Unis, à l'Occident, aux oligarques mondialistes, après avoir vu l'humiliation à Mondovision de Laurent Gbagbo, pris dans sa chambre d'hôtel de la présidence de la République, alors qu'il était à demi vêtu? Combien de présidents vont se lever et peuvent se lever pour dire non à ce vaccin meurtrier qui fait des morts tous les jours, dont on parle et dont on ne parle pas? Combien de chefs d'État sont prêts à s'opposer à ça après l'assassinat de John Magufuli, qui en Mondovision a humilié l'OMS et tous ces vendeurs d'illusions qui n'ont Dieu que pour les intérêts de Big Pharma? Combien de chefs d'État? Vous entendez plein de chefs d'État, oui, le vaccin c'est très bien, adoubé et suivi par leurs sbires, les médecins de plateau, les médecins marchands, c'est comme ça qu'il faut les appeler, qui en réalité sont des médecins qui versent dans la vénalité et qui en réalité ne font aucun cas de la santé et des populations. Tout, c'est le lucre. Vous avez combien de panafricanistes sont prêts à donner leur vie pour défendre les idées qu'ils prônent? Combien d'hommes politiques prennent position sans avoir peur pour défendre les idées qu'ils prônent? Combien d'intellectuels et de pseudo-intellectuels qui écument les plateaux sont prêts à dénoncer de façon officielle? Vous avez demandé ça tout à l'heure. Où sont-ils? Où sont les ONG? Où sont les intellectuels et les pseudo-intellectuels qui écument les plateaux, qui sont bardés de titres, de professeurs, de docteurs, et qui sont des adeptes de la bonne parole? Où sont-ils quand il faut aller dénoncer ces crimes, marcher, écrire des pétitions, et, écrire des plaintes, porter plainte dans les plus hautes juridictions internationales, à la France, à l'Occident, pour tous ces crimes? Où sont-ils? Où sont nos pasteurs? Où sont nos chrétiens nés de nouveau, zélés, qui prêchent l'évangile et qui disent que vraiment il faut avoir la foi? Où est cette foi quand il faut s'opposer à ceux qui justement oppriment leur liberté? Vous savez, la peur n'épargne malheureusement personne. Vous chantez tous les jours « Je suis panafricain ». Vous chantez tous les jours « Je suis chrétien », vous chantez tous les jours « Je suis un démocrate », vous chantez tous les jours « Je suis un libéral », « Je suis un épris des libertés, je suis prêt à me sacrifier pour le peuple ». Mais quand les véritables enjeux viennent et que la mort est présentée, la menace de mort est présentée, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et en ce moment-là, vous restez seul. Hein. Et vous restez seul. Et vous vous rendez bien compte que, au-delà des slogans, au-delà des débats, au-delà des belles paroles, en réalité, il n'y a rien. Et je termine en vous racontant une petite anecdote. Je sors d'un plateau, ce n'était pas ce plateau. Je sors d'un plateau sur une chaîne. Et le débat, c'était c'était un débat similaire. La cause africaine, se sacrifier, ceux qui cèdent, qui ne sont pas prêts à payer de leur vie, la liberté, le combat pour la liberté. Et je suis avec un des panélistes qui, comme moi, est très violent et très virulent et qui dénonce, qui dit vraiment, il faut que les Africains tiennent le coup, il ne faut pas qu'ils cèdent, il ne faut pas qu'ils cèdent à la panique. Il est très engagé et il donne des conseils, il prône le courage, ainsi de suite. Et on était tous dans le même ton sur le plateau, puisque c'était la thématique.
Et une fois sorti du plateau, on fait quelques pas là dehors pour chacun aller dans sa direction. Et le débat continue, le débrief, et puis on continue vraiment. C'est une longue marche pour faire quand même des commentaires. Voilà, on fait des commentaires. Vraiment, effectivement, le pays, on cite quelques présidents qui ont été assassinés. Et puis, moi, je dis à cette personne-là, ce compagnoniste que je rencontrais pour la première fois, je continue dans la conversation en disant vraiment, effectivement, c'est terrible que certains présidents, certains chefs d'État, certains panafricanistes qui prônent le courage et tout, sont prêts à céder quand ils sont face à la mort. Vous savez ce qu'il me dit? Qui n'est pas très chaud pour mourir. Il me dit, mon frère, toi tu n'as pas peur. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais attends, on sort d'un plateau où tu as été tellement virulent, où tu as dit... Il dit, non, non, mon frère, vraiment, ces choses-là, mon frère, chacun doit sauver sa vie. Voilà, en fait, la triste réalité de nos politiques, de nos panafricains, de nos hommes d'église, de nos personnes soi-disant épris de liberté, de nos démocrates, ainsi de suite, qui en réalité disparaissent quand il faut poser des actes et quand il faut faire face au danger et montrer justement qu'on est prêt à aller jusqu'au bout sans avoir à céder aux sirènes de la peur. Albert Anatola ici, finalement les chefs d'État qui sont en place aujourd'hui sur le continent africain ont-ils peur? Et je poserai également cette question, doit-on continuer à avoir peur de mourir ou se lever pour réclamer la liberté, quitte à mourir en se battant? Vous savez, je n'ai pas l'habitude de convoquer les Saintes Écritures lorsque dans le cadre, généralement quand je suis dans ce sujet de plateau. Mais il y a une parabole qui me vient à l'esprit au moment où je me pose cette question. Je crois que c'est la parabole de Jésus-Christ qui dit aux pharisiens que Satan ne peut pas lutter contre Satan, c'est-à-dire une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ne peut subsister. Oui. Ça veut dire que ça répond à votre question. C'est-à-dire que, en fait, la plupart des hommes que nous avons à la tête de nos États, oui, ce sont des gens qui ce sont des représentants du bourreau. Tout à l'heure, dans ma première prise de parole, j'ai pris quelques illustrations. J'ai pris le cas du Niger, je peux prendre le cas du Tchad, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je prends du cas du Gabon. Je rappelle quand même que Moussa Dadis Kamara, c'est du côté de la Guinée-Conakry. Je prends le cas, justement, le cas du Gabon, voilà. Oui. J'y arrive. Donc, quand vous avez pris, n'est-ce pas, ces 4 ou 3 illustrations, ça répond à votre question. C'est-à-dire que, justement, Satan ne peut pas se lever contre lui-même. Sinon, sa maison sera divisée. Absolument. Ce sera même détruit. Donc, c'est ça le schéma. C'est-à-dire, vous avez un schéma qui est tel que, quelquefois, c'est l'ambassadeur qui joue carrément le rôle du chef d'État pour donner des injonctions au chef d'État alors qu'il n'est que le représentant de son État sur ce territoire. Je parle ici des ambassadeurs français. Oui. C'est-à-dire qu'il se mêle des affaires internes alors qu'il a un rôle de, justement, de représentant. Non, il a un rôle de non-ingérence. Donc, c'est pour vous dire que, justement, nous sommes en pleine hypocrisie. Nous sommes en pleine ingérence. Tout à l'heure, je vous disais que, de manière fondamentale, votre thématique nous renvoie à l'ingérence étrangère, l'ingérence de la France, à l'ingérence de Bruxelles, à l'ingérence du Royaume-Uni, de Londres, à l'ingérence de Washington. C'est-à-dire qu'ils vous disent une chose... Et ils font totalement le contraire. Totalement le contraire. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut le dire, il faut le comprendre ainsi. Donc, est-ce que nos chefs d'État ont peur? Bien, attendez, ils n'ont pas que peur. Ils ne veulent pas mourir. C'est-à-dire, ils se soumettent même. Puisqu'ils ont une feuille de route. Tout à l'heure, je parlais du cas du Niger. Ils ont tous une feuille de route. Oui. Tout à l'heure, de manière opportune, André Kitefanga prenait le cas de la gestion du Covid. Vous voyez justement que vous avez une pandémie mondiale. Dans le discours officiel sur le continent africain, il est question de trouver des solutions endogènes. Mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire le lexique médical est le même que de l'autre côté. La gestion, n'est-ce pas, de la crise sanitaire, si là-bas on dit ça confine, dans certains pays africains, ça confine. Si on dit respect des distanciations sociales, là-bas on répète la même chose, le même lexique. Si on dit distanciation physique, ça change chez nous. Donc finalement on est dans le copier-coller. C'est ça qui Exactement.
Nous sommes dans un schéma d'aliénation, d'ingérence, tous azimuts. C'est de ça qu'il s'agit. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc justement quelques aliénés politicards, qui justement sont dans le même quartier, mais il ne faut pas de changement. N'est-ce pas? Exact. Il ne faut pas de changement, mais il faut que ce soit Paris qui vient régler les problèmes de Bangui, que ce soit Paris qui vient régler les problèmes du nord-ouest, du sud-ouest au Cameroun, que ce soit Paris qui aille régler les problèmes du Mali à Mali. Mais il ne faut pas du changement. Il ne faut pas du changement quand même. Il faut dire qu'ils sont portés du changement. Mais nous sommes dans l'imposture. Nous sommes dans l'imposture le plus abject, il faut le dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut de manière radicale engager une rupture. Elle ne peut pas être pacifique. Non. Elle doit être violente. Nous sommes dans une guerre, dans un combat. Et dans un combat, chacun utilise les armes qu'il faut. N'est-ce pas? Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons la comptabilité de ces assassinats politiques, ça veut dire que ceux qui étaient porteurs d'une vision panafricaine, d'une vision du développement, de l'émergence africaine, eh bien, ils ont été assassinés. Et ça, que ça a eu comme conséquence. Ils sont plus de 205 sur le continent africain. Ça veut dire que le destin de l'Afrique a reculé de moins 50 ans. Et ça, c'est inacceptable. Il y en a qui nous trouvent très violents, mais ils ne sont pas assez violents au regard des conséquences que nous subissons. Tout à l'heure, Franck parlait également de cette ingérence dans notre système éducatif. Ça participe du génocide culturel. Parce qu'il n'y a pas que, n'est-ce pas, ces assassinats politiques, physiques. Vous avez justement des décisions qui ont été prises par les parlementaires français et qui concernent l'avenir du continent africain. Et ça, personne n'en parle. Mais écoutez, de quel droit, par exemple, les sénateurs américains doivent se mêler des affaires du Cameroun? Et vous avez justement des individus qui ont le mandat du peuple, qui pensent qu'il faut que les sénateurs américains viennent s'occuper de nos problèmes, alors que sur le territoire américain, chaque jour, il y a des assassinats. Tombe. Du fait quoi? Du non-respect des libertés fondamentales. Mais sur le continent africain, ils veulent venir nous donner le modèle des libertés, du respect des libertés fondamentales. Il faut qu'on soit fêlé pour penser ainsi. Sérieusement. Donc je pense que il faut qu'on soit cohérent. Lorsqu'on parle des destins des peuples, ce n'est pas le couscous qu'on mange chaque matin. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des destins, il s'agit de la construction d'un continent. Je pense que lorsque vous remémorez, n'est-ce pas, les images, lorsque vous remémorez les images de l'humiliation de Muammar Kadhafi, lorsque vous remémorez les images de l'humiliation de Gbagbo et de son épouse, mais il faut quand même être infilé pour penser que ces gens-là nous veulent du bien. Et que pour venir prendre le mandat du peuple sur ton territoire, il faut aller à Paris, il faut aller à Londres, il faut aller à Washington. Ça veut dire que ces gens-là, ils doivent être les premiers à être mis de côté, hors jeu. Il faut le dire. Il faut le dire, parce que là, nous ne parlons pas des concepts, nous parlons des réalités, nous parlons des faits. Nous parlons des idées, l'idéologie. Oui, nous ne parlons pas des concepts, parce qu'il y en a qui sont militants dans quelques partis politiques, aucun n'y croit en aucune idéologie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut donc une culture politique. Il faut une éducation politique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent qu'ils sont néolibéraux. C'est ça, non? Oui. Ils sont sociolibéraux. Mais ils vous tiennent un discours marxiste. Ils vous tiennent un discours communiste. Vous pensez qu'ils sont sérieux? Non, ils ne sont pas sérieux du tout. Il y en a qui disent qu'ils sont les représentants. C'est-à-dire que pour eux, c'est un modèle. Mais dans la pratique politique, c'est quoi? Vous voyez qu'il y a un déphasage. Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, comprendre une chose. Nous avons un problème, nous Africains. Parce que ces gens, en dehors du cynisme personnel que j'avais cité tantôt, M. Bob Denard, la plupart de ces gens, ils ne prennent pas directement l'arme. Ils ne prennent pas directement l'arme. Mais c'est nos propres frères qui s'utilisent pour... J'ai pris tout à l'heure le cas, n'est-ce pas, de Muammar Kadhafi, ce sont les biens qui l'ont assassiné. J'ai pris le cas, vous avez pris le cas de Robert Gay. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont assassiné. Vous avez le cas de Sankara, ce ne sont pas vos frères qui l'ont assassiné. Je prends le cas justement de Passy Emery Lumumba. Qui l'a assassiné? Ce sont ses propres frères. C'est son propre frère. Il y a même quelqu'un qui a déclaré que je vous amène le crapaud. Mais écoutez, vous savez,
quand on est dans ce genre de casting, ça veut dire que nous avons un peu... Et notre combat devrait être d'abord dirigé contre ce que notre peuple fait. Ce qui gêne le combat, parce que, vous savez, j'aime souvent lire les commentaires des internautes après l'émission. Après l'émission, oui. Parce que ça me permet de comprendre la constitution psychologique et mentale de certains, s'ils comprennent pas. Et tout à l'heure, en sortant dans son propos, Paul a dit quelque chose de fondamental, et c'est réel. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vous applaudissent, oui, vous soutenez, non, nous sommes d'accord de ce que vous faites. Mais lorsqu'il faut passer à l'action, ce sera marche arrière tout. Mais ce n'est pas étonnant. C'est comme ça le combat. Pourquoi? Parce qu'on m'a appris une chose, dans un mouvement d'ensemble, il y en a qui ne fixent pas, il y en a qui ne recherchent pas le même objectif. Il y en a qui vont aller à droite, d'autres à gauche, d'autres vont rester fidèles, mais d'autres vont faire marche arrière. C'est ça aussi. Mais, et les Occidentaux, les bien-parleurs le savent. Ils savent que entre les Noirs, ça ne marchera jamais. Il y a toujours des divergents. Donc, eh bien, ils donnent des privilèges à certains. Ils leur miroitent quelques avantages, la sécurité à d'autres. Et puis, bam, et c'est votre frère qui va être le premier à vous canader, sinon à chercher à vous enlever le scalp pour parler comme les Indiens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument s'engager dans une dynamique d'éducation politique, je ne dis pas de la vraie politique, parce que nous voyons sur le continent africain, où vous avez des avatars politiques qui n'ont aucune idéologie, même s'ils disent qu'ils en ont une, ils n'y croient guère. Et sans oublier bien sûr les animateurs politiques sur le continent africain. André Kisselfanga, qu'attendent les chefs d'État africains, les avocats, les juristes, les intellectuels pour porter plainte à la France, à la CPI qui a tué et massacré des millions de personnes qui se battaient justement pour la liberté, et sans oublier ces hommes politiques? Qu'attendent justement ces personnes pour porter plainte à la France? Si ce n'est pas la Cour pénale internationale, ça peut être la Cour pénale, bon alors, la Cour africaine de justice. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est toujours la peur? Oui, c'est la première arme utilisée par le diable. La première arme utilisée par le diable, c'est la peur, c'est de semer la peur, la panique. Parce que quand vous paniquez, ce n'est que normal, vous perdez vos moyens intellectuels, vos moyens physiques et tout le reste. Quand vous êtes effrayé, ce n'est que normal. Et ça, c'est la première stratégie du diable, c'est de semer la peur, le doute en vous. Mais moi, un jeune Africain de mon âge, je ne peux plus douter. Je connais mon adversaire. Je sais qui est mon adversaire. Je sais qui est l'adversaire de l'Afrique. Vous n'allez pas demander à ces chefs d'État... Non, ce n'est pas un adversaire, ce sont des ennemis. Les ennemis, n'est-ce pas? Voilà. Bon, parce qu'à l'adversaire, ça c'est très bien dit. Merci Albert. Vous comprenez pas nos ennemis. Parce que l'ennemi, lui, ne change pas de position. On sait qu'il est là pour nous ou contre nous. Donc, nos ennemis, on les connaît déjà. Vous n'allez pas demander ceux qui sont assimilés à l'ennemi d'aller contre cet ennemi-là. Parce que vous avez vu, vous allez demander à monsieur, vous l'appelez comment, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans un pays là, qui est un ancien Burkinabé qui est devenu... Blaise Compaoré. Voilà, Blaise Compaoré, n'est-ce pas? Qui a assassiné Thomas Sankara. C'est un secret de polichinelle. Il a été président de Burkina Faso pendant 20 ans. Vous allez lui demander d'aller porter plainte à la CPI pour assassinat, alors que c'est lui-même qui a assassiné. Vous allez demander à Ouattara, d'ailleurs même. Ouattara, c'est lui qui a renouvelé les accords avec la Cour pénale internationale. Par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait un cas urgent. Et d'ailleurs même, c'est une violation de liberté extraordinaire. Je crois que le dernier procès, c'est demain. Je crois. C'est demain mercredi. On va en parler justement. Qui va consacrer la véritable liberté du président Laurent Gbagbo. Et je voudrais signaler aux Ivoiriens, faites très attention, ne jubilez pas beaucoup parce que le président Gbagbo va gagner. Mais il y aura des assassinats ciblés de tous les leaders du camp Laurent Gbagbo. Parce que c'est déjà, les gens sont déjà programmés par rapport à ça. Donc, vous n'allez pas demander à des internationalistes, avocats, je ne sais pas, juristes, intellectuels, et tout ça là, qui sont assimilés à la société française, d'aller porter plainte à la France. Parce que vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui a un cabinet, ou bien qui travaille dans un cabinet d'avocats français, malgré qu'il est camerounais et vit au Cameroun, d'aller porter plainte contre la France. Non, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas demander à ceux qui sont la pâle copie de la France. Parce que l'ENA de Paris,
c'est la pâle copie, l'ENAM du Cameroun, c'est la pâle copie de l'ENA de Paris. Donc tous ceux qui sortent de l'ENAM au Cameroun, ce n'est pas trop différent de celui qui est sorti de l'ENA de Paris. Donc c'est la même chose, c'est la même éducation, c'est la même formation. Vous n'allez pas demander à un officier qui est sorti de Saint-Cyr, n'est-ce pas, de venir faire la même révolution comme quelqu'un qui a été formé peut-être dans un autre pays. Parce qu'en réalité, il vient avec les gènes de ce pays-là dans votre pays. La preuve en est, tous ceux qui ont été des fonctionnaires internationaux africains sont revenus dans leur pays pour, avec une seule logique, être chef d'État. Tous. Prenez celle du Libéria, la dame Ellen Johnson. Prenez Alassane Dramane Ouattara. Prenez tous ceux qui ont été des fonctionnaires au niveau international, qui ont occupé des fonctions assez importantes. On a mis dans leur tête, ce n'est que vous qui êtes capable de diriger ces pays-là. Et on a tout fait, on a tout planifié pour qu'ils viennent prendre le pouvoir. Vous allez demander à ces gens-là de rouvrir le contentieux historique. Ils ne le feront jamais. Parce qu'ils ne sont que la fabrication de l'Occident. Ils ne sont que la fabrication de ces réseaux maçonniques, démoniaques et sataniques. Ils ne sont que la fabrication de ces gens-là. Donc, ils ne peuvent pas véritablement lever la tête. Quand on vous dit qu'on importe les constitutionnalistes, c'est quand même... on a importé les constitutionnalistes pour venir refaire les constitutions, pour permettre à certains de se représenter, à être présents, ou bien que leur fils... Et vous parlez d'alternance. Et ils vous parlent d'alternance au pouvoir, alors que c'est eux qui nous disent. Par exemple, Idriss Déby le dit dans une interview en France 24. Il dit, mais c'est vous la France qui m'avez proposé, qui m'avait dit de modifier la constitution pour que je puisse me représenter. Et ils ont fait venir des constitutionnalistes pour venir aider le Tchad à changer sa constitution pour qu'il puisse se représenter. Ils l'ont fait également en Côte d'Ivoire. Mais c'est extrêmement... Donc vous ne pensez pas qu'un seul instant, nous sommes un peu bêtes même à la limite, pour dire que est-ce qu'on va continuer à accepter ce genre de politique chez nous? De dire que non, on importe, comme on avait porté David Dacko dans un char pour aller installer, on continue à importer les gens, on importe, on fait de l'importation des chefs d'État, on vient les installer, comme l'autre là, vous l'avez appelé dans votre propos liminaire, les gouverneurs à la peau noire. Oui. Donc, c'est eux qu'on vient installer au pouvoir. Et comment vous pouvez, un seul instant, attendre des résultats de ce genre de personnage? La preuve en est, c'est vous-même qui avez mis ce thème. Tous ceux qui défendent leur continent, tous ceux qui défendent leur pays, qui ont l'amour de leur pays, parce qu'il faut rappeler les 4 raisons pourquoi la France assassine. Il faut rappeler ça. La France assassine parce que, premièrement, la plupart des États qui sont sur son... parce que moi, je ne me considère plus comme dans le précaré français, qui sont dans le précaré français, n'est-ce pas, font la force de la France au niveau international. Elle a sa place, et je crois que c'est le docteur Yam Tiba qui l'avait bien développé ici. La France n'a que sa place au Conseil de sécurité parce qu'elle dit j'ai 14 États, 15 États qui sont derrière moi. Donc, ma place plus elle-même, ça fait 16 États. Donc, la France devient une puissance mondiale. Donc, elle a droit de siéger au Conseil de sécurité. Ça, c'est la première raison. Donc, elle ne peut pas lâcher un seul instant quelqu'un qui va dire que mais non, moi, je ne suis plus un accompagnateur. En réalité, quand vous refusez d'être un accompagnateur de la France dans sa logique, un pays accompagnateur de la France, alors vous devenez un danger. Vous devenez l'homme à abattre. La preuve en est, tous ceux qui se sont levés, on les a abattus. Exact. Donc, première des choses. Maintenant, deuxième des raisons, la France est un pays sensu. Vous savez ce qu'on appelle pays sensu? C'est-à-dire qui vit sur le sang des autres. C'est-à-dire la France ne peut que vivre si l'Afrique existe. Donc, elle puise la plupart de ses ressources énergétiques en Afrique. Elle puise la plupart de ses ressources dans notre continent et dans la plupart des 15 États où elle a colonisé, où elle a toujours le franc CFA en activité. Donc, voilà la logique pourquoi la France continue à assassiner aujourd'hui dans nos États. Je ne veux pas aller plus loin pour les ressources, c'est-à-dire l'uranium et tout le reste, cacao, café et tout le reste. Donc, voilà les différents éléments qui permettent à la fin de continuer à assassiner, ce qui veut dire que non. D'ailleurs, au Niger, vous savez pourquoi on a assassiné le président que vous avez cité. Il a dit, bon, ok, je vais vendre mon uranium à un autre pays, et au prix que je veux. Ça n'a pas fait 2 jours. La même chose est arrivée. J'ai pris l'exemple de Magoufouli. Un député européen a fait le même discours que Nicolas Sarkozy en disant « Je lui donne 48 heures pour avoir des comptes. » Est-ce que ça a duré? Ça n'a pas duré justement, depuis cette femme. Parce que Magoufouli a dit que vous me donnez, il n'y a pas Covid chez moi. Covid là, je préfère soigner le choléra
avec l'argent que vous m'avez donné. D'ailleurs, même on annonce qu'au Cameroun encore qu'il y a une résurgence du choléra. Alors qu'il y a beaucoup de moyens qui sont versés dans le Covid. Bon, c'est un coquille vide. On vous a compris, André Christelle Fanga, je donnerai justement les 4 raisons pour lesquelles la France est toujours sur le sol africain. La première, c'est le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients qui votent à sa suite. Et bien sûr, ce sont les 15 États africains qui utilisent le franc CFA. La deuxième, c'est l'accès aux matières premières stratégiques, dont le pétrole, l'uranium, l'or, le bois, le cacao et bien d'autres encore, le coltan et tout ce que vous connaissez. La troisième, c'est le financement de la vie politique française à travers des prélèvements de l'aide publique au développement ou la vente des matières premières. La quatrième raison, messieurs, c'est le rôle de la France comme sous-traitant des États-Unis auprès des pays africains. Maintenant, vous savez tout. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin. Et nous allons nous séparer. Ils sont d'ailleurs très nombreux, les téléspectateurs qui nous ont écrit. Je commence par les premiers, pour qu'ils ne disent pas que je fais la combine, parce qu'ils ont écrit les premiers. C'est logique. C'est qui est logique. Voilà. Maintenant, bonjour le panel Steve. Les assassinats des leaders africains ne sont bénéfiques qu'en pays organisateur, car lorsque vous ne servez pas leurs intérêts, ils manipulent les esprits faibles contre leur gouvernement. Exemple, la Libye qui est KO aujourd'hui, le Rwanda manipulé, bien d'autres. Steve, les bénéficiaires de cette pratique malsaine sont connus depuis, mais une chose, les Africains doivent tirer les leçons des conséquences du cas de la Libye, le Mali, le Soudan et d'autres, car comment un pays indépendant, ayant élu son président, un autre autoproclamé, que d'autres le disent mal, comment expliquer qu'un tiers puisse déclarer que l'autre président est dictateur. Steve, tout ceci vient toujours de cette dite communauté internationale qui est autoproclamée, condamne et pilonne les crimes dans le monde. S'il vous plaît, avec l'aide de votre panel, aidez-moi à répondre à cette question. Qui donne l'ordre de commettre ces crimes? À qui rend-on compte? Je suis toujours dépassé par ce phénomène néocolonialiste. Ignacio Renaud, qui nous écrit depuis Ndogbon, ici même à Douala. Salut DBS, où est passé Patrick Sapak? Ça c'est une grande interrogation, ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour Monsieur Steve, j'aime beaucoup ce que vous faites, bon courage à vous et bien des choses à vous inviter. C'est Sori Amadou depuis le Niger. Merci à vous qui nous regardez depuis le Niger et surtout à Mama Sani depuis Tessawa qui nous regarde tous les matins. Bonjour le panel, le monde est géré par le diable, son siège social est en Occident et bien sûr avec les complices endogènes en Afrique. Bientôt son règne arrivera à terme, il sera jeté avec ses complices dans une fournaise de feu ardente par le Fils de l'homme qui est le seul qui nous sortira de nos souffrances. C'est Moulium Emmanuel Denis depuis Bomono Bambenge. Courage également à vous. Moto qui nous écrit également depuis la Suisse. Bonjour monsieur Ngossi, à tous vos panélistes. Il y a un an, j'avais acheté un DVD documentaire sur les indépendances en Afrique dite francophone à la FNAC. J'avais beaucoup appris car on décryptait en fait la subtilité de Focard dans cette zone en Afrique. Les révélations qui sont faites sont fracassantes car on voit bien l'ancien directeur de ELF, d'ELF en tout cas, qui dit clairement que oui, nous maintenons des groupes armés qui sont prêts à évincer quiconque essaie de ne pas honorer nos contrats. Ali Bongo a essayé et nous avons monté des groupes étudiants contre lui. On voit dans ce même documentaire des politiciens français venir sur Ali Bongo et sortir avec des mallettes suspectes. On voit une interview exclusive de Giscard d'Estaing et Bokassa sur le trafic des diamants. Bref, Steve, ce documentaire est excellent, mais les enfants m'ont cassé le DVD. Chose étrange, la FNAC a retiré le DVD des rayons. Allez savoir pourquoi. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Il ne pouvait que retirer le DVD. Moto, pas besoin de comprendre. C'est un DVD qui dérange. C'est un DVD qui dérange énormément. Je dis, c'est la France qui nous tue. Nous les Africains, même actuellement, la France veut prendre le Ghana comme son pays colonise. Pourquoi la France? François Félix depuis Accra au Ghana. Mais la France sait depuis la Première Guerre mondiale que l'Afrique sera son pays de l'avenir. Pourquoi la France? En tout cas, c'est toujours Félix qui nous écrit depuis Accra au Ghana ce matin. Il y a également de nombreux téléspectateurs du Connaît du Ghana tous les matins qui nous regardent. Bien le bonjour à vous, monsieur Steve Ngos, et à tous les illustres invités et techniciens de DBS à matinale. Mon cher frère Steve, j'ai la chair de poule quand j'entends tous ces assassinats commis en Afrique. Vraiment, j'ai très mal dans mon être et cela continue encore de nos jours. Récemment, c'était le président du Burundi et de la Tanzanie. On nous parle de Covid-19 et je crois pour ma part que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Et je rejoins les propos de monsieur Polela qui vont aussi dans ma manière de penser. C'est l'Organisation générale des
Africains noirs de peau, car la précision en vaut la peine. D'autres ont le droit de tuer et nous non. Et je pose la question aux Africains. Merci à vous sur le plateau pour toutes vos belles analyses sur ce passé. Une agréable journée sous l'abri du Traou. C'est Rigobert Gaudin-Yemek qui nous écrit depuis Paris, en France. Bonjour Steve, bon sujet de débat. Il faut bien reconnaître que cette histoire d'assassinat de président africain est quand même frustrant. Si on a conscience de tous ces dangers, pourquoi ne pas se préparer à se défendre en créant une armée digne de ce nom? Si on justifie l'attitude de la France comme étant un prédateur, c'est comme si nous sommes condamnés à subir éternellement ou à obéir au maître pour vivre. Même tout récemment, les présidents qui sont contre Covid-19 sont morts comme par hasard. Faudrait pas qu'on s'embrouille. Il y a bien un racisme contre les Noirs pour les mettre en situation d'assujettissement et leurs leaders, de manière générale, préfèrent se soumettre que de rechercher une certaine souveraineté de leur pays en luttant dignement. Peut-on espérer un jour cette souveraineté? Longue vie à DBS, c'est Aka qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin. Je ne sais pas pourquoi Paul change de langage, alors la réalité est là. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Il n'y a aucun changement de langage, ne vous inquiétez surtout pas. Campagne du président Idriss Déby à l'est du Tchad. C'est lui avec le pétard sorti de la voiture. C'est le ministre de la Défense avec les autres ministres. Merci d'ailleurs, il faut le dire, pour cette, vidéo. Je ne manquerai pas de bien l'utiliser. Ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour DBS à tout le monde et à tout le monde sur le plateau. Que la grâce vous comble et passez une bonne journée. Nos chefs d'État ont peur d'ouvrir le dossier des assassinats des chefs d'État de leur pays parce qu'ils ont peur d'être assassinés à leur tour. C'est Edo qui nous écrit depuis Chicago aux États-Unis d'Amérique. Bonjour le plateau d'IBS ce matin, bien de choses à vous, Djibril du Togo qui est branché, déjà et merci. Il nous envoie d'ailleurs une photo pour nous dire qu'il regarde en direct sur son téléviseur. Il faut noter que la France a transformé les présidents en serviteurs de Lucifer, c'est pourquoi ils sont en majorité des francs-maçons, tout en aidant la France à boire le sang des Africains. Dieu veille sur l'Afrique, merci à vous, Djibril depuis le Togo ce matin. Bonjour Steve, bonjour le panel valeureux. Les Blancs nous avaient enlevé les chaînes dans les mains pour les faire rentrer dans nos têtes. Du coup, nous parlons, nous mangeons, nous nous habillons, au pire, nous respirons même selon le modèle des Blancs. À mon avis, DBS informe mieux l'Africain que RFI ou TV5. Comme M. Fanga a dit sur le fait d'être fier de parler mieux la langue de Molière que sa langue maternelle. Les morts profitent au diable et c'est mort aux Occidentaux et aux endocolons. Lui les appelle les endocolants. Les génocides et les semi-génocides en Afrique, à qui profite-t-il si ce n'est pas aux marchands d'âmes d'hommes? Je réitère la position de AAA, fermons les frontières, car comme dit Paulela, il n'y a plus des chefs d'État, chefs religieux, chefs de diaspora, chefs tout court, sont prêts à mourir pour la cause noble. John Paul, le roi congolais, il nous écrit depuis la ville de Kinshasa. Bonjour DBS, je salue tous les invités qui sont sur le plateau et merci pour votre détermination. Nous pouvons dire haut et fort que les assassinats des hommes politiques de l'Afrique profitent bien aux Occidentaux qui ont tout planifié pour empêcher les présidents panafricains qui ont voulu tenir tête à ces blancs notamment. La France, elle a beaucoup commis des assassinats en Afrique, ceci par le biais des traîtres africains qui les ont contribué à l'aboutissement de ces sales boulots. Il est temps que l'Afrique fasse la guerre à la France pour les crimes qu'elle a commis en Afrique. C'est Fabrice Yomi qui nous écrit depuis Niamey au Niger ce matin. Vous êtes très nombreux à nous écrire, je ne pourrai pas lire tous les messages ce matin. Il y a même Elodie qui nous écrit depuis Bangui. Bonjour Steve, pour nous aider dans notre éveil, il va falloir être plus précis sur comment les endocollants sont fabriqués, ne pas tirer tout azimut sur la diaspora ou les personnes ayant suivi les études à l'étranger. Il nous faut travailler pour identifier les esprits faibles et ne pas tous nous mettre dans le même panier à salade. De Kwame Nkrumah à Magufuli, ils ont été formés à l'étranger, mais sont restés des patriotes et grands leaders pour leur pays. Il faudrait peut-être se pencher sur les processus de recrutement de ces endocollants plutôt que de les catégoriser. C'est Elodie qui nous écrit depuis Bangui en République centrafricaine. Merci à vous Elodie, c'est une très belle idée et surtout pas d'amalgame. Pas d'amalgame, on vous a compris parfaitement. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de l'IBS ce matin. Avec Issef Fanga, merci. Je crois qu'Elodie nous a redonné encore du pain sur la planche pour savoir disséquer entre ceux qui ont étudié à l'étranger et qui font des discernements. Et tout ça, c'est parce qu'à la base de ces gens-là, avant d'aller
allés à l'étranger ont eu une formation de base par rapport à l'Afrique. Et je pense que quand ils sont revenus, ils ont implémenté ce qu'ils avaient comme base, ayant étudié, comme on dit, comme les Chinois l'ont fait, aller voler la stratégie en Europe et venir la refaire chez nous et implémenter notre chose. Donc merci de m'avoir invité et je crois que nous allons continuer à ce combat parce qu'il ne va pas s'arrêter d'ici peu. Hein. Je crois qu'on nous a immunisés contre la peur. Peu importe les stratégies et que les Africains sachent véritablement soutenir ceux qui combattent pour l'Afrique. Soutenez justement ceux qui combattent pour l'Afrique. Albert Anatoly, ici, merci d'avoir été là ce matin. Mais écoutez, je voudrais répondre à comment identifier un endocolon. Un endocolon, c'est simple de l'identifier. Un endocolon, c'est celui-là justement qui ne travaille pas pour les intérêts du peuple, mais il travaille pour les contrats qui viennent de l'extérieur. Exact. Il pille vos ressources, il contribue à les piller. Ils volent vos ressources, l'argent, les deniers publics, c'est ça les endocolons. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument des privilèges. Ils défendent justement les intérêts des autres, des étrangers, et non vos intérêts. C'est ça les endocolons. En tout cas, c'est fait un plaisir. Paul Ella, merci également à vous d'avoir été là ce matin. Merci Steve. Les assassinats des hommes politiques en Afrique ont un seul objectif, c'est la peur. Répandre la peur comme un spectre qui découragera tous ceux qui voudront nager à contre-courant d'un système qui nous a imposé. Et moi je dis, ne cédons pas à la peur, posons des actes concrets et au-delà de ce que nous disons, agissons. Et moi je termine en disant, je préfère mourir pour une cause qui me dépasse que de mourir de vieillesse ou de maladie. Et pendant ce temps, Elodie depuis Bangui vous dit merci. À vous tous sur le plateau. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la deuxième du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, comme le déclarait haut et fort Noriega le jour où on voulait l'arrêter, il a dit, quand on flirte avec le diable, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça se termine. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain, si plaît à Dieu. Au revoir. C'est ici, au pied du mont Cameroun, à 500 mètres d'altitude de la mer, bercé par la pluie et